Directeur de recherche en neurosciences au CNRS, Raj Gurden est le spécialiste de l'odorat. Il vient justement de sortir un livre intitulé « Sentir, comment les odeurs agissent sur notre cerveau » où il explore le voyage des odeurs de notre nez à notre encéphale. Vous souvenez-vous d'Hubert Reeves, ce merveilleux astrophysicien qui nous a quittés malheureusement il y a quelques mois et qui avait, outre son talent de scientifique chevronné, celui de partager ses connaissances avec le commun des mortels? Raj Gurden appartient à cette catégorie de scientifiques extraordinaires qui sait transmettre et surtout a le don de passionner autour de sujets scientifiques complexes. Avec lui, nous comprenons enfin pourquoi sentir est loin d'être un acte anodin, sans parler de toutes les applications de notre vie quotidienne que les recherches scientifiques ambitionnent. L'odorat, ce cinquième sens si longtemps mis à l'écart et honteux, serait-il le héros de notre 21e siècle? Je suis Charlotte Urbain et vous écoutez Confessions olfactives, la 2e saison de À fleur de nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Bonjour Raj Gurden. Bonjour Charlotte. Merci d'avoir accepté cette invitation. Donc toi, tu es neuroscientifique. Comment est-ce que tu te définis ? Oui, alors mon titre, c'est directeur de recherche en neurosciences au CNRS, qui est le Centre national de recherche scientifique. Donc, ce sont des laboratoires, en fait, publics qui existent sur tout le territoire français, dans toutes les universités aussi, où on étudie toutes les questions que l'on se pose, en maths, en chimie, en physique et en biologie et en neurosciences et sur l'odorat. Donc, c'est dans ce contexte que j'ai écrit le livre. Ça fait combien de temps que tu travailles l'odorat ? Alors, j'étudie l'odorat depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, un peu plus, 21 ans. En effet, quand on le lit, on se projette totalement dans tes expériences. Alors, tu es né en Turquie et tu as plein d'odeurs. Tu nous racontes toutes tes histoires d'odeurs et notamment celles que tu as peut-être vécues tes premières années avant de venir vivre en France, qui sont restées très importantes pour toi, en fait. Oui, vraiment. J'ai vécu donc mes 10 premières années à Istanbul. Je suis issu d'une famille arménienne de Turquie, d'Istanbul. Et effectivement, pour moi, toutes les odeurs d'encens dans les églises arméniennes, c'est des églises orthodoxes, donc très marquées par les encens, comme chez les catholiques d'ailleurs. Toutes les nourritures, parce que les Arméniens sont d'excellents, et surtout les Arméniennes sont d'excellentes cuisinières, et donc du coup, tout ce qu'on mangeait avait cette odeur ultra caractéristique de la cuisine arménienne que j'ai gardée, que je garde toujours en mémoire très très fortement. Mais il y avait aussi l'odeur du Bosphore, puisqu'à Istanbul, il y a un bras de la mer Méditerranée qui s'en va vers la mer Noire, et donc à cet endroit, il y a une rencontre de ces deux mers, et donc il y a une odeur pour moi très caractéristique de la mer qui borde Istanbul. Et ta Madeleine de Proust à toi, c'est laquelle ? La Madeleine de Proust, j'en parle, ma Madeleine de Proust dans le livre, et moi j'ai dit que ma Madeleine de Proust c'était du riz au lait, parce que on mange beaucoup de riz au lait chez les Arméniens, comme chez d'autres peuples, bien sûr. Et moi c'est ce petit contraste entre le goût et les odeurs très très rondes du riz et du lait, avec ce contraste piquant, épicé de la cannelle qu'on met, parce qu'on en met toujours un tout petit peu, nous les Arméniens, sur le riz au lait. Et cette combinaison-là, ça m'a marqué vraiment tout petit, et ça continue de me marquer. Et d'ailleurs, alors moi je voulais revenir avec cette histoire de Madeleine de Proust, parce qu'évidemment il en est question dans ton livre, mais surtout ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la vie in utero et l'olfaction in utero. Est-ce que cette Madeleine de Proust ne viendrait pas même d'ailleurs de notre vie à l'intérieur du ventre déjà ? Est-ce que tu peux expliquer un peu ce système ? Oui. Alors pour Marcel Proust, c'est quelque chose de très particulier, Charlotte, c'est que lui, il est jeune adulte et il se souvient effectivement d'une scène de son enfance chez sa tante Léonie, quand il mangeait de la madeleine trempée dans du thé. Voilà. Donc ça, c'est une projection, si tu veux, de la vie. On appelle ça une mémoire autobiographique de la vie même de Marcel Proust, l'écrivain. Et donc ça se passe dans sa vie aérienne, on va dire. Maintenant, si on va dans la vie liquide, quand on est effectivement fœtus, à l'âge de 6 mois à peu près, ça démarre à ce moment-là, au 3e trimestre de grossesse, le fœtus, en fait, à ce moment-là, il est capable de sentir les odeurs qui sont dans le liquide amniotique, qui proviennent du sang de la maman, puisque c'est un filtre qui se fait au niveau du placenta pour avoir ce liquide amniotique. Et ce sang-là, il peut être très chargé par les odeurs alimentaires, notamment que la maman consomme. Donc ça peut être tout, de l'anis, de la cannelle, de la vanille. Voilà, exactement. Donc du coup, finalement, le bébé, il est baigné en fait dans les odeurs
corporelle de la maman, mais de l'intérieur. Et effectivement aussi, c'est que dès cet âge-là, son cerveau fonctionne pour retenir certains types de mémoires. Il n'a pas toutes les mémoires comme un adulte, bien sûr, mais il a certains types de mémoires, et notamment les mémoires olfactives, qui sont vraiment les toutes premières à être construites dans le cerveau du tout petit bébé. Et ce bébé-là, en fait, il va retenir ces odeurs-là. Et donc, à la naissance, comme tu l'as dit, il y a déjà des préférences olfactives. C'est-à-dire que le bébé qui a vécu avec une maman qui mange de l'anis, il va être assez attiré par l'odeur d'anis, alors que les bébés dont les mamans n'ont pas mangé d'anis, ils aiment pas trop cette odeur-là, parce que c'est une odeur assez aiguë, qui est pas facile à apprécier. Et donc, on voit déjà qu'il y a des différences chez les tout petits par rapport à leur vécu dans leur vie intra-utérine. Et donc la mémoire olfactive, tu disais que c'est une des premières, et c'est aussi une des dernières, non? Oui, ça accompagne tout à fait, ça accompagne toute notre vie. Effectivement, là on a parlé des premiers mois de la vie, mais dans les derniers mois de la vie aussi, des personnes très âgées que nous on peut stimuler dans des ateliers de stimulation olfactive que l'on fait en EHPAD avec l'association Culture Hôpital, ça marche très très bien pour évoquer effectivement des mémoires d'il y a 80, 85, 90 ans chez cette personne, et c'est hallucinant de détails sur les scènes qui ont été vécues par ces personnes, des seniors très avancés en âge, qui vont nous décrire des cours de récréation, des classes avec les copains, la maîtresse, le jardin de la grand-mère, les parfums de tel membre de la famille, etc., etc. Et c'est extrêmement précis et extrêmement vivace. C'est-à-dire qu'on voit que les gens vivent leurs souvenirs olfactifs, et sur cette entrée olfactive, ils vont construire tous les autres sens, c'est-à-dire les couleurs, les sons, le toucher, tout va venir, mais il faut qu'il y ait cette mèche, cette étincelle olfactive qui se mette en place, sinon ça marche pas aussi bien. Donc ça veut dire que c'est notre cinquième sens qui aurait en réalité plus d'impact sur notre mémoire, nos émotions, ou pas forcément? Alors nous, les neuroscientifiques, on n'aime pas classer en fait. Pour nous, il y a tous les sens. Voilà, il n'y a pas d'ordre. Pour nous, il y a tous les sens qui sont disponibles pour notre corps et notre cerveau, et on fait au mieux avec tous nos sens. Par contre, il y a effectivement des sens plus marqués dans ces mémoires autobiographiques, et notamment le sens olfactif et la mémoire olfactive, elle est la plus puissante. Donc, dans ce cadre-là, le cerveau fait en sorte d'utiliser sa mémoire olfactive la plus puissante et construit le reste des autres sens, des mémoires des autres sens autour du sens olfactif. Donc, on voit en fait, tu me vois venir, on voit que c'est un sens majeur quand même, et que c'est absolument pas à dénigrer comme on l'a fait depuis des siècles, et ça, je le retrace encore dans le livre, que ce soit des philosophes, des scientifiques, même certaines religions ont vraiment écarté l'odorat comme un sens animal, et il fallait s'en méfier. Et en fait, pas du tout. Il faut, à l'inverse, en profiter. Tu dis qu'on a 400 récepteurs olfactifs, nous, êtres humains, dans le livre. Ces 400 récepteurs olfactifs, il y a cette légende qui est fausse, qui dit que les humains ont un odorat moins bon que celui des chiens, par exemple. Oui. Tu peux nous expliquer pourquoi cette légende urbaine continue Alors, on a 400 types de récepteurs. Donc, ça veut dire qu'on a 400 familles de récepteurs différents, et c'est énorme le potentiel. Donc, ça donne un potentiel, c'est-à-dire que 400 familles de récepteurs, ça ne veut pas dire qu'on est capable de sentir 400 odeurs, pas du tout. Ça veut dire qu'il faut considérer qu'on peut combiner tous ces récepteurs-là. Ça veut dire que on pourrait à la limite dire, en exagérant un tout petit peu, que c'est 400 à la puissance 400. C'est-à-dire c'est un nombre infini de milliers, de centaines de milliers, de millions d'odeurs qu'on pourrait détecter. Donc là, aucun problème. Au niveau théorique, on voit que ça marche, mais au niveau aussi comportemental, il y a eu des études là depuis les 10-15 dernières années où sur par exemple une quinzaine d'espèces de mammifères, il y a eu des tests olfactifs pour voir la sensibilité des différents espèces de mammifères. Et évidemment, en incluant dedans l'être humain. Et en fait, on a vu que l'être humain n'arrivait jamais dans les derniers sur les sensibilités des odeurs de fleurs, d'épices, des odeurs carnées, parce qu'on a beaucoup aussi étudié les chiens et les chats. Et donc, le chien va être plus performant sur certains types d'odeurs, notamment qui le concernent beaucoup, les odeurs de viande carnée. Ils ont aussi, il faut le dire, plus de familles de récepteurs que nous. Ils en ont à peu près le double. Mais n'empêche, dans notre contexte de vie à nous, notamment dans la cuisine, dans donc la gastronomie en général, dans la parfumerie, dans l'œnologie, dans notre contact avec la nature, dans la forêt, là, on n'a aucun problème et on est même très sensible. Donc, c'est à nous même de profiter en fait de cette sensibilité et d'arrêter un tout petit peu les
écrans et d'aller vers notre sens de l'odorat. Levez le nez de votre écran. Exactement. Écoutez-nous et levez le nez. D'ailleurs, on va donner, j'ai plein de questions à ce sujet sur l'éducation olfactive. On va en reparler après, mais par rapport aux chiens, j'ai adoré quand tu disais que autant le chien reconnaît son maître que le maître peut aussi, alors reconnaître olfactivement son chien. Oui, il y a eu des tests là-dessus, effectivement. Donc, on a pris un chien, on lui a présenté plein d'odeurs d'humains, des dizaines d'odeurs, et effectivement, il reconnaît à 100% son maître ou sa maîtresse. Et on a fait l'inverse. On a fait exactement la même manip. On a pris le maître ou la maîtresse, et on lui a présenté des dizaines d'odeurs de chien, et il était capable ou elle était capable de reconnaître son chien à l'odeur. Donc, on voit très bien que cette interaction, elle est dans les deux sens. C'est pas que le chien qui est ultra performant olfactivement. Tu parles beaucoup des émotions que les odeurs créent, mais aussi des choses qui sont peut-être plus, je dirais, plus abstraites, comme la peur ou la joie. Oui. Bah là, tu vois, c'est l'odeur de rose irait plutôt vers la joie et l'odeur de brûlé irait plutôt vers la peur. Parce que à l'origine, c'est aussi un signal d'alerte. Et que c'est un signal d'alerte qui est tout le temps là, présent du début à la fin de notre vie et même quand on dort. C'est-à-dire que quand on dort, on respire, et s'il y a une odeur de brûlé, on va se réveiller. Donc c'est un sens qui est tout le temps actif, et effectivement, il est aussi très souvent, il fonctionne de façon automatique et inconscient. Alors comment ça marche, par exemple, la détection de l'odeur de brûlé? Il y a des molécules odorantes qui composent les odeurs. La molécule odorante, c'est des toutes petites molécules constituées souvent de carbone, d'hydrogène, d'oxygène. Donc, ce sont des atomes très classiques. Mais les molécules sont toutes petites et elles sont volatiles, c'est-à-dire qu'elles sont capables de se dissoudre dans l'air et de circuler avec les courants d'air. Ce qui fait que c'est très pratique pour la survie parce que si il y a des odeurs d'incendie qui arrivent même à des kilomètres de distance, nous sommes capables de les détecter sans voir l'incendie et de fuir. Et ça, tous les animaux font ça et ça permet la survie de l'individu et de l'espèce. Et donc, ces cartes d'identité olfactive, elles sont très, très utiles, effectivement, pour stimuler les régions qui sont impliquées dans les émotions. Et systématiquement, à chaque fois qu'on va sentir, reconnaître des odeurs, on va les détecter, il va y avoir ce label, comme une étiquette, en fait, émotionnelle qui va faire comme un pop-up, comme on dit maintenant, dans le cerveau. Et bim, tu vas avoir, effectivement, l'odeur de rose avec le sourire, la joie qui s'installe, le plaisir, parce qu'il y a aussi tout un pan du plaisir humain qui est lié aux odeurs, et notamment aux odeurs fleuries, par exemple. Et donc, tout cela va se mettre vraiment en marche, et ça veut dire des millions et des millions de neurones. Et quand un neuroscientifique regarde le cerveau en interaction avec une odeur qui a été délivrée, qui est pour la stimulation, eh ben, il ne peut pas dire que c'est un sens mineur, parce qu'il y a tellement de neurones qui sont sollicités, il y a tellement de structures mnésiques, émotionnelles, de plaisir qui sont sollicités que c'est vraiment incroyable dans le cerveau d'un être humain. C'est la perte de l'odorat qui nous a fait réaliser à quel point ce sens-là est majeur dans notre vie quotidienne. Tu parles, alors nous, au musée du parfum Fragonard, on parlait souvent des 3 S pour expliquer l'histoire du parfum. Donc les 3 S, c'est la spiritualité, la séduction et la santé. Et toi, tu parles de 5 S. Quels sont les 2 autres, juste tu les as un peu évoqués. T'en as rajouté 2. Ouais, j'ai augmenté, j'ai fait plus fort que Fragonard. Mais en fait, on est finalement dans la même direction et dans la même intelligence, parce que souvent, dans le monde de la parfumerie, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Même la pyramide olfactive, elle n'est pas du tout issue des scientifiques, mais du monde de la parfumerie. Donc du coup, il y a une vue convergente entre tout le personnel incroyable qui travaille dans le monde de la parfumerie et les neuroscientifiques qui travaillent en olfaction. Qui, eux, savent depuis longtemps à quel point ce sens est très important. Exactement. Et qu'il déclenche émotion, plaisir. Et les scientifiques n'avaient pas encore les outils, en fait, finalement, pour étudier ce que les parfumeurs et les personnels qui tournent autour du monde du parfum savaient très bien. Et donc, les 2 S en plus, c'est évidemment la saveur, parce que c'est très, très impliqué dans le goût. Souvent, tu as des personnes qui vont consulter en disant « j'ai perdu le goût ». Mais en fait, non, c'est les personnes qui ont perdu l'odorat. Ouais. Et notamment parce que tu as un petit trou qu'on appelle l'orifice oropharyngé à l'arrière de la bouche qui laisse passer en fait les odeurs qui sont libérées quand tu mâches un aliment. Donc du coup, quand tu as la tête dans la casserole, tu sens directement les odeurs par ton nez ou alors par la bouche quand tu mâches. Tu as beaucoup d'odeurs alimentaires que tu détectes, que tu perçois et qui participent à la joie et au plaisir de manger. Tu as parlé de la rétro-olfaction et on considère qu'on a en termes gustatifs donc le salé, le sucré, l'amer, l'umami.
Mais t'en rajoutes un 6e, c'est ça? Oui, qui est le gras. Qui est le gras. Et Cocorico, parce que ce sont des équipes, en fait, de Dijon, de l'Institut national de la recherche agronomique, qui ont détecté, découvert qu'il y avait 2 types de récepteurs qui pouvaient être sensibles, effectivement, au gras. Donc, comme tu l'as dit, il y a le sucré, le salé, l'acidité, l'amertume, le umami, le fameux délicieux de la sauce soja, par exemple, quand on mange asiatique, ou certains champignons, ou des tomates, etc. Donc, il y a plein d'aliments qui ont D'ailleurs, le lait maternel a aussi un goût de umami. Ça, on le sait depuis récemment. Donc voilà, donc il y a vraiment ces palettes de saveurs, mais qui sont quelque part un tout petit peu limitées. Et donc le cerveau se sert vraiment de tous les sens, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et donc rajoute par-dessus, donc complète finalement une combinaison avec la rétro-olfaction. Avec la rétro-olfaction. Donc c'est une combinaison très riche et très importante pour le cerveau pour savoir ce qu'on est en train de manger. Et justement, ces dernières recherches paraissent très prometteuses, parce qu'on a l'impression, quand on lit ton livre, que vous êtes un peu au début d'une exploration qui va donner peut-être plein de nouvelles voies et enfin possibles en tous les cas. On a l'impression d'une ouverture vers plein de possibles. Notamment, j'étais fascinée par le fait que on puisse reconnaître par l'odorat des maladies. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. En fait, on a des odeurs corporelles, pareil, qui nous accompagnent depuis notre naissance jusqu'à un âge très très avancé. Et ces odeurs corporelles, en fait, on a tous une signature olfactive particulière. Et c'est comme notre ADN. C'est un peu ça, mais au niveau olfactif. Donc du coup, ça veut dire que ça va changer avec l'âge. Bien sûr, le bébé ne va pas sentir comme une personne âgée, par exemple, ou comme un adolescent qui va sentir beaucoup les hormones sexuelles qui vont arriver à l'adolescence et à la puberté. Donc là, il va y avoir un changement de notre métabolisme, et donc là, les odeurs corporelles vont changer. Quand on met le nez dans une chambre d'adolescent, on sait qu'il y a eu des changements corporels chez ces petits. Surtout par rapport à une chambre de nouveau-né. Où là, on a quand même, parce que j'ai eu beaucoup de personnalités dans mon podcast, et là, beaucoup de mamans, en tous les cas, moins des hommes, mais beaucoup de mamans. Quand je leur demandais quelle était leur odeur préférée, c'était celle de leur enfant. Oui, parce que là aussi, je l'explique dans le livre, j'ai mis quelques pages, parce qu'il y a énormément de nouvelles données là-dessus. C'est le lien olfactif entre la maman et son bébé. Et on sait que le bébé, dans les 4 premiers mois de sa vie, va être très olfactif. C'est un être olfactif parce que sa vision n'est pas encore fonctionnelle. Il voit tout flou, il voit pas en stéréo. Et donc, du coup, l'interaction avec sa maman, il est dans le domaine de l'odorat. Sa maman reconnaît l'odeur, évidemment, de son bébé, et le bébé reconnaît à 100% l'odeur de sa maman. Donc, il y a vraiment beaucoup d'interactions entre les deux êtres qui se forgent. Et ça ne m'étonne pas du tout que les mamans que tu as eues à ton micro aient dit ça, parce que c'est une signature qui reste, en fait, dans la vie des mamans. Et qu'on conserve même quand notre enfant devient adolescent et qui se lave plus. Ah oui, tout à fait. Alors, on a comme une bibliothèque. Tout à l'heure, on a parlé de ces mémoires olfactives, et c'est des bibliothèques très dynamiques dans notre cerveau, nos mémoires autobiographiques à la Marcel Proust. Et donc, effectivement, c'est pas parce que l'odeur a changé à l'adolescence qu'on va oublier l'odeur de notre enfant bébé. Donc, ça va s'ajouter dans la bibliothèque, et on va avoir même un comparatif. Et encore quelque chose de très inconscient que tu décris dans ton livre, et tu dis qu'on fait très souvent, c'est de se sentir les mains, de se sentir, donc que nous-mêmes, on s'en rend pas compte, mais on passe notre journée à se sentir. Oui, continuellement. En fait, on touche différentes parties de notre corps, et effectivement, on porte toujours les mains sur le nez, ce qui était un problème pour le Covid d'ailleurs, pour la transmission. Et aussi, ce qu'on fait, c'est que dès qu'on serre la main de quelqu'un, on va porter aussi les mains au nez. Alors, on n'est pas comme les Esquimaux, on va pas directement sentir le visage, le nez de la personne en face, mais de façon détournée, on va sentir les odeurs qui étaient dans la main de la personne. Et effectivement, la main, c'est des endroits où il y a beaucoup d'odeurs corporelles, par la sueur notamment, qui sont dégagées. Donc, et des bactéries. Et des bactéries, bien sûr. Mais les bactéries sont importantes, parce que les bactéries changent aussi les odeurs corporelles. C'est-à-dire qu'on a énormément de bactéries sous les aisselles, dans les régions sexuelles. Et là, en fait, les bactéries font leur travail de dégradation de certaines molécules odorantes, et elles déterminent aussi nos molécules odorantes. Par exemple, si la transpiration sent aussi mauvaise, c'est plutôt une histoire de bactéries que de nos odeurs corporelles mêmes. Et donc, pour revenir justement sur les maladies. Et donc, quand on a, par exemple, malheureusement des cancers qui apparaissent
apparaissent, donc des cellules qui ne fonctionnent plus normalement dans le corps de quelqu'un, d'une personne, et ben ces cellules-là, ils vont dégager en fait des odeurs qui ne sont pas entre guillemets normales, qui n'appartiennent pas à la signature physiologique, c'est-à-dire normale de la personne, mais qui sont de l'ordre du pathologique, c'est-à-dire de la maladie. Et en fait, par exemple, on a dressé des chiens à l'Institut Curie pour reconnaître des cancers du sein, des cancers de la vessie, de la prostate. Tous ces cancers vont avoir une signature chimique et donc olfactive très très différente, et les chiens vont pouvoir les détecter. Et il y a des entreprises israéliennes et françaises qui sont allées plus loin en fabriquant des nez électroniques, c'est-à-dire des capteurs électroniques qui nous permettent d'avoir ces signatures et de s'interroger sur la possibilité d'utiliser l'odorat et les odeurs comme un symptôme très précoce de toute une palette de maladies, et donc de rentrer dans la liste des symptômes qui peuvent effectivement aider à dépister des maladies. En parlant, tout à l'heure, tu l'as évoqué très très brièvement, mais dans ton livre, tu dis « La compréhension des odeurs corporelles liées aux hormones sexuelles doit beaucoup à la truffe ». Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Alors ça paraît peut-être loin, la truffe de nos hormones sexuelles et de notre corps, mais en fait, j'étais obligée de le relever. Ouais. Je suis désolée. Mais il se trouve que pourquoi en fait on a utilisé comme tête chercheur de truffe certains animaux comme la truie. Parce que la truie, en fait, pense, donc le cochon femelle, pense que elle est en train de chercher une odeur, en fait, d'hormone mâle, qui est l'androsténone, et qui est, en fait, aussi synthétisée, libérée par ce champignon incroyable qu'est la truffe. Et donc, que fait la truie dans la forêt? Frénétiquement, elle cherche son partenaire sexuel. Mais en se trompant, parce que elle va trouver de la truffe, et que nous, on va être très contents de pouvoir déterrer notre truffe préférée. Mais la truie, elle va être un peu frustrée parce qu'elle n'aura pas trouvé son partenaire. Mais qui lui sera passé sous le nez. Exactement. Et en fait, on voit que si on lui donnait cette odeur d'androsténone pure sous son groin, elle se mettrait en position de reproduction, parce que l'androsténone chez les cochons, ça sert de phéromone. Et je parle aussi des phéromones dans le livre en disant mais c'est quoi une phéromone? Je viens te donner la définition. C'est une molécule chimique qui induit un comportement automatique, notamment de reproduction par exemple chez la truie. Mais chez l'être humain, c'est beaucoup plus fin que ça. C'est-à-dire, on n'a pas pu déterminer de phéromones, de molécules en fait qui vont induire un comportement automatique totalement, qui échappe totalement en fait à la volonté d'une personne, d'un Homo sapiens. Donc du coup, il y a toute une discussion. Je reviens là-dessus sur les controverses qu'il y a autour des phéromones. La prochaine fois que nos auditeurs mangeront de la truffe, ils penseront à la truie. Exactement. Frustrés. Qui est en recherche dans la forêt d'un mâle. Vous avez déterminé que olfactivement, les partenaires sexuels tendent vers des cartes génétiques complètement différentes de manière à préserver l'espèce. Bon, ce qui, moi, je trouve est très intéressant d'un point de vue scientifique, certes, mais aussi d'un point de vue aujourd'hui, quand on voit les résultats de certains partis politiques, on peut se dire qu'en fait, c'est important de la mixité. En réalité. Là, il y a des partis politiques qui ont rien compris à la vie et à la biologie, ça c'est sûr. Ils ont besoin de quelques cours, c'est-à-dire que une espèce, pour continuer à évoluer, pour être en bonne forme et en bonne santé, doit avoir une diversité génétique et une mixité génétique la plus élevée possible. Donc. Et ça, notre odorat, justement, nous le dicte sans qu'on le sache. Exactement. Ça, c'est vraiment là pour le coup. Ça a été prouvé totalement. Automatiquement, de manière inconsciente, effectivement, on va chercher en fait cette richesse de génétique dans ces cartes génétiques qui sont effectivement signées dans les odeurs corporelles de notre partenaire, qu'il soit homme ou femme d'ailleurs. Et donc du coup, il y a vraiment une richesse que l'odorat va chercher pour que cette espèce, effectivement, ne meure pas. Parce que si on ne diversifie pas, en fait, cette assise, cette base génétique, en fait, on risque d'avoir une immunité qui va s'affaiblir. Et donc, ça veut dire qu'on aura plus de maladies, plus de pathologies, voire même beaucoup de décès de fait de cette baisse des défenses immunitaires. Donc, du coup, génétiquement, on doit être vraiment au top, et l'odorat nous permet de l'être, en fait. Quand on parlait de l'anosmie, donc c'est cet état, malheureusement, où on ne sent plus, où notre organe ne fonctionne plus, notre odorat ne fonctionne plus. Tu as évoqué, je sais que tu fais partie d'une association qui justement prône l'éducation à l'odeur, et aussi quel conseil tu pourrais donner à nos auditeurs pour stimuler son odorat au quotidien, et en quoi c'est bénéfique pour la santé?
pour la mémoire. Oui. C'est ça que j'ai compris? Oui, tu as tout à fait très bien compris. Donc oui, je suis référent scientifique d'une association qui s'appelle anosmi.org, ORG. Et en fait, c'est une association qui avait été créée quelques années avant l'arrivée de la pandémie de Covid, notamment pour aider les personnes qui avaient une anosmie après un traumatisme crânien. Beaucoup de personnes qui vivent des accidents de voiture ou même des chutes à la maison, vraiment des accidents domestiques qui semblent être comme ça bénins, vont avoir, avec un choc sur la tête, une lésion olfactive qui peut apparaître notamment entre le nez et le cerveau. Ça s'appelle le nerf olfactif et ce nerf, il peut être coupé. En fait, il est très très fragile, il est petit, il est pas gros. Et donc du coup, on essayait de voir comment faire une rééducation olfactive pour restimuler la connexion entre le nez et le cerveau. Et en fait, est arrivée la pandémie de Covid et il se trouve que le Covid, ce virus, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il tue les récepteurs, il tue les capteurs que l'on a des odeurs. Et donc, mais il les tue pas définitivement. Non, il les tue pas définitivement. Heureusement, là, dans la majorité des cas, en fait, il y a un retour progressif parce que peut-être un élément dont on n'a pas parlé et que je décris aussi dans le livre, c'est cette fontaine de jouvence que l'on a au fond de notre nez par un mécanisme qu'on appelle de neurogénèse, c'est-à-dire que les neurones olfactifs et les récepteurs olfactifs sont régénérés tout au cours de notre vie. À peu près, alors ça dépend des études, mais on va dire toutes les 4, 5, 6, 7 semaines, ça dépend des personnes, il y a comme ça un renouvellement de nos détecteurs olfactifs. Et donc, ce qui n'est pas le cas de nos neurones, pas dans notre cerveau. Oui, non, c'est vraiment une particularité de nos neurones olfactifs. Ça se passe dans notre nez et beaucoup moins en fait dans notre cerveau. Et donc, il se trouve donc que quand il y a une lésion, ces neurones et ces récepteurs peuvent repousser. Donc, la rééducation olfactive qui consiste en fait à sentir des huiles essentielles 2 fois par jour, matin et soir, pendant 3 mois au moins, ça permet en fait de rebooster cette fontaine de jouvence et de faire repousser des neurones et des récepteurs olfactifs pour nous redonner une sensibilité. Et en règle générale, tu conseilles dans ton livre de prêter, alors de lever le nez de son portable, ça je pense que tout le monde on est d'accord, mais de lever le nez et de l'utiliser surtout. Oui, de l'utiliser consciemment, c'est-à-dire de vraiment prêter une attention, de concentrer son attention sur les odeurs dans plein d'endroits différents parce que tout est olfactif autour de nous. Donc ça peut être dans notre cuisine quand on est en train de mijoter un petit plat, ça peut être en forêt quand on va se balader, on va pouvoir sentir les arbres, les fleurs, les plantes qu'il y a en forêt, même dans un parc en ville parce que on dit toujours la ville c'est assez négativement connoté olfactivement, ce qui est vrai parce que il y a quand même des toxines qui font que on sent moins bien en ville qu'à la campagne. On a parlé de ta Madeleine de Proust, ton riolet. Est-ce qu'on peut parler de l'odeur que tu détestes? L'odeur de gruyère était horrible pour moi. Ouais, parce que en fait, j'ai eu un accident quand j'étais petit après avoir mangé en fait un sandwich au gruyère. Et ce que fait le cerveau dans ces cas-là, surtout chez les petits, c'est de se dire attends, avant l'accident, qu'est-ce qu'il y avait comme indice autour qui aurait pu me prévenir de l'accident qui allait arriver. Et automatiquement, le cerveau se dit il y avait quand même un truc très important avant d'avoir eu ton accident chez toi, c'est que tu as mangé en fait du gruyère. Donc l'odeur de gruyère, avant même de manger le gruyère, l'odeur de gruyère peut être prédictive d'un problème, d'un danger. Donc c'est ton gaffe. S de sécurité. Voilà, c'est la sécurité avec un S majuscule. Donc du coup, fais gaffe, à chaque fois qu'il y a une odeur de gruyère, il peut y avoir un problème. Et donc ça s'installe effectivement, il y a une aversion, ça s'appelle une aversion olfactive qui s'installe dans le cerveau, qui est très marquée. Ça accompagne en fait aussi, maintenant on le sait, le stress post-traumatique. On en parlait moins quand moi j'étais petit, mais maintenant on le sait, ce stress post-traumatique, il est aussi très sensoriel. Et donc il y a des indices sensoriels de l'environnement où on a vécu le trauma qui vont être très marqués négativement par le cerveau. Et donc, il va falloir un certain temps pour que le cerveau se dise « Ah oui, non, mais en fait, l'odeur de gruyère, c'est pas un problème. Il y a eu un accident parce qu'il y a eu un accident, mais cette odeur n'est pas dangereuse. » On pourra imaginer que certaines odeurs peuvent être d'ailleurs des outils thérapeutiques pour les psychologues. Oui, alors il y a des séances maintenant qui se font de plus en plus d'olfactothérapie. Dans les cas de dépression, il y a une baisse hédonique, c'est-à-dire de ressentir du plaisir. Donc du coup, comment redonner du plaisir à la personne ? Une porte d'entrée la plus facile, la moins chère et la plus directe, ce sont les odeurs. Donc on peut travailler avec des huiles essentielles pour reconstruire des paysages, par exemple olfactifs, que la personne aimait, imaginons pendant son enfance. Si elle habitait à la montagne, on peut travailler effectivement avec des huiles essentielles de plantes de montagne et du coup redonner
un avant-goût, un premier goût, une stimulation hédonique de plaisir à ces personnes par la voie olfactive. Et alors ça marche pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas, il y a effectivement un bienfait de ces odeurs chez des personnes dépressives. Est-ce que la maison a une odeur particulière ? Alors, il n'y a pas une odeur particulière parce que je rajoute des odeurs, comme je pense beaucoup de gens qui nous écoutent chez nos auditeurs, où je vais diffuser suivant mon humeur en fait. Je vais diffuser certaines odeurs. Si j'ai besoin un peu, d'être un peu actif, de me concentrer sur mon travail, j'aime bien par exemple envoyer de la menthe poivrée. Ça, c'est vraiment, ça me donne un coup de peps. Petit coup de fouet. Ouais, franchement, ça me donne un coup de fouet et ça me permet de mieux me concentrer. Après, si en soirée, je veux, une ambiance beaucoup plus, un feutré, cool, là, je vais aller chercher des odeurs de fleurs, particulières pour donner une ambiance olfactive, qui signe un peu mon état, en fait, mon humeur du moment, de la journée, ou même de la saison, parce que ça m'arrive aussi de changer suivant les saisons. Ouais. Et je pense que ça, c'est un truc assez universel. On s'en rend pas compte non plus de comment on va aussi enrichir notre milieu de vie d'odeurs différentes et agréables. Est-ce que tu as eu un choc olfactif dans ta vie un jour, un sniff un sniff qui t'a marqué? Je pense que je te disais avant l'enregistrement que j'étais à Madagascar. Là, l'été dernier, j'ai eu la chance de travailler à Madagascar avec des ingénieurs agronomes sur plusieurs plantes, notamment sur du poivre sauvage et de la vanille. Donc, tu vois, les odeurs très opposées, très différentes. Et les deux m'ont vraiment, vraiment plu. Et en fait, la gousse de vanille un peu vraiment fraîche dans l'usine de production, ça a une odeur incroyable. Parce que nous, on utilise beaucoup la vanille noire, gourmet, celle qui est bien charnue, là, qui nous plaît beaucoup en pâtisserie. Mais il y a d'autres types aussi de vanille. Et en fait, chacune a une odeur dans sa gousse qui va être un peu différente, de pruneau, de tabac, etc. Et ça, j'étais vraiment scié. Je m'imaginais pas en fait avoir cette richesse-là autour d'une gousse de vanille, et c'était étonnant. Et encore une fois, ça m'a reconnecté aussi à ces forêts tropicales parce que tout pousse autour, et c'était assez étonnant. Ouais, c'était très différent de ce qu'on sent en France. On a parlé de la culture olfactive. Effectivement, ils n'ont pas, nos amis malgaches, la même culture olfactive que nous. Donc du coup, c'était c'était un choc émotionnel. Ouais, c'était vraiment quelque chose d'étonnant que j'oublierai jamais, ça c'est sûr. Ouais. Tu nous as fait voyager, Rach, merci beaucoup. Tu nous as fait voyager. Ton livre est un voyage olfactif d'ailleurs, à la fois dans notre cerveau pour comprendre comment il fonctionne et à travers tous ces territoires entre Istanbul et Madagascar. Merci beaucoup, Rach. Merci beaucoup à toi, Charlotte. Je suis Charlotte Urbain et vous venez d'écouter À Fleur de Nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Karen Loyer a fait la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Jérôme Petit. La production est supervisée par Louis Média, et pour découvrir d'autres portraits olfactifs, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Merci à tous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des étoiles et des commentaires, et bien sûr à partager le podcast.